Donc bonjour à toutes et à tous, merci à tous les organisateurs, aux modérateurs de me permettre d'échanger avec vous. Les prestations sont de qualité, les modérateurs charmants, l'accueil exceptionnel. Je veux bien revenir à la 5e. Donc pour m'adapter un peu au temps imparti, il m'était proposé comme sujet l'aspergillose bronchopulmonaire. Et je me suis dit que peut-être on allait s'orienter sur ce que nous sommes le plus amenés à considérer, à traiter maintenant, c'est-à-dire les formes chroniques, donc l'aspergillose pulmonaire chronique et la BPA. Donc, pour que ce soit bien clair, on n'abordera pas, sauf question, si vous le souhaitez, les formes invasives des grands locaux neutropéniques, des services d'hématologie, où les hématologues gèrent très bien et où on est très peu interpellé dans ce cadre. Alors, mes liens d'intérêt. Donc, je pense qu'avant d'aborder une problématique, et en tout cas, quand on s'intéresse un peu à la recherche clinique, une question très importante à se poser est finalement pourquoi je m'intéresse à ça, à quoi et à ça, et qu'est-ce que je cherche en fait à éviter. Eh bien là, vous en avez tous en tête, hein, ce sont quelques coupes axiales de scanners de patients du service qui sont tous atteints de formes chroniques, qu'il s'agisse d'ABPA, d'aspergillome simple, d'aspergillose de formes plus complexes. Et on voit l'effet destructeur de la maladie sur le parenchyme pulmonaire. Et en fait, ce que l'on souhaite, c'est éviter cela. Alors d'accord, on veut éviter cela, ces destructeurs, mais est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce que ça vaut le coup de s'intéresser à cette pathologie? En 2017, on rapportait cette présentation qui déjà nous laissait entendre qu'il s'agissait au minimum de plus de 3 millions de personnes dans le monde et probablement un effectif très sous-estimé puisque vous voyez sur cette map que seuls les pays en vert foncé nous permettaient de faire un état des lieux et bien évidemment là où l'incidence entre autres de la tuberculose est très importante, nous n'avions que peu de chiffres. Et puis, lors du premier congrès AAA dédié sur l'aspergillose, David Denning avait présenté cette diapositive qui confirmait qu'ils étaient nombreux, surtout si on cumule la forme chronique infectieuse à la forme d'hypersensibilité à BPA, plus de 20 millions de personnes dans le monde. Mais surtout, on prenait conscience qu'ils étaient nombreux et que c'était grave, puisque la mortalité rapportée des gens non traités était à hauteur de 75% à 5 ans, une mortalité qui dépassait celle de certains cancers, donc ils sont nombreux et c'est très grave. Alors tout de même, cette mortalité peut-être nous paraissait un peu abusive, et avec l'équipe de Jacques Cadranel, Thomas Maître et surtout l'équipe PMSI de Dijon, nous nous sommes intéressés à reprendre sur ces 10 dernières années la prévalence cumulée de l'aspergillose pulmonaire chronique en France. Et donc celle-ci s'affiche à hauteur de 21 000 cas. Et effectivement, 2 messages catastrophiques d'un point de vue santé publique, où vous voyez que la mortalité intra-hospitalière, donc des gens traités, flirte avec les 45%. Donc cette maladie est tueuse, sévèrement tueuse. Il s'agit d'un énorme problème de santé publique. Et vous voyez qu'en France, évidemment ceci varie d'un pays à l'autre, le lit était surtout le BPCO, l'emphysème, les bronchectasies, quelle qu'en soit la cause, et pas uniquement la tuberculose ou les mycobactéries non tuberculeuses, ce qui a considérablement modifié le screening de nos patients. Alors ok, ces destructeurs, ils sont nombreux, c'est grave, mais est-ce que traiter sert à quelque chose? On avait pour seule étude en 2013, cette étude menée par l'équipe d'Agarwal, un des papes de l'aspergillose, qui éthiquement aurait été compliqué d'être menée en France, un petit essai randomisé à faible effectif, où malgré tout, si on avait eu à choisir, on aurait effectivement préféré être dans le groupe itraconazole, quand on regarde donc la réponse clinique et radiologique de l'impact de l'itraconazole sur cette population.
Et récemment, puisque l'idée était d'essayer de vous actualiser un petit peu les publications et les recommandations les dernières, il y a eu, c'est toujours intéressant, cette revue systématique de la littérature, une méta-analyse qui a effectivement repris tout ce qui existait, à la fois du rétrospectif et du prospectif dans la littérature. Et comme on dit, il n'y a pas photo. On ne souhaite pas particulièrement être dans le supportive care. Et cette étude nous laisse aussi appréhender la notion que actuellement l'itraconazole n'a pas fait preuve de supériorité ou d'infériorité en tout cas par rapport aux autres molécules beaucoup plus coûteuses. Donc ceci est intéressant. Donc on est convaincu, ces destructeurs, ils sont nombreux, c'est grave, et traiter peut servir à quelque chose, alors on peut continuer la présentation. Pour peut-être des plus jeunes dans la salle, il me semblait intéressant de réaborder ce que l'on veut en fait traiter. Et donc, comme vous le savez, lorsqu'on classe les champignons, on dissèque deux catégories. D'une part, les levures, que nous n'aborderons pas dans cette présentation, c'est le groupe des candidats, on va dire d'une manière simple, et d'autre part, les filamenteux. Et dans les filamenteux, vous devez... c'est pas ça qu'il fallait faire. Voilà, j'y touche plus. Hein. Vous devez séparer les filamenteux non septés à gauche, représentés par les mucorales, des filaments septés à droite, en vert, parmi lesquels on retrouve les moisissures, et dans les moisissures, notre aspergillus. Quelles sont en 2022 les molécules disponibles ? J'ai toujours un peu honte de m'afficher, m'intéresser à la mycologie parce que je me dis, en vrai ma fille, t'as pas grand chose à retenir, c'est quand même pas très compliqué, puisque dans l'absolu, on a 4 classes médicamenteuses et on oubliera tout de suite dans le domaine de l'aspergillus la classe en bas à gauche en rose, 5-fluorocystéine, qui globalement nous sert dans la cryptococose méningée mais n'a pas de potentiel actif sur l'aspergillose. Donc globalement, on a 3 classes disponibles. Une seule classe qui se donne péros, les azolés, et que l'on va bien avant tout viser puisque notre traitement est un traitement qui durera plus de 6 à 12 mois. Et dans cette classe, donc 5 molécules, dont 4 uniquement, il faut exclure le fluconazole, sont actives sur l'aspergillus. Et puis les 2 autres classes, polyènes, représentées avant tout par l'amphotéricine B déoxycholate ou la forme néphroprotectrice liposomale lambisome, qui a la contrainte d'être uniquement IV et extrêmement néphrotoxique, et les candines, représentées en tout cas en France essentiellement par le Cansidas, caspofongine, on n'a pas l'anidulafongine de disponible, et qui globalement aussi se donne exclusivement par voie intraveineuse et donc est hépatotoxique. Donc le choix, malheureusement jusqu'à présent, était plutôt assez modeste. Comme vous le savez, donc peut-être, ces molécules ont une impasse complète puisqu'elles ciblent uniquement les glycanes synthétases, les stérols membranaires et la synthèse de l'ergostérol. Donc dans le domaine des champignons, à l'inverse de ce qui se passe pour les bactéries et les virus, nous ne savions pas jusqu'à présent traiter ou atteindre le réticulum endoplasmique, le noyau ou la mitochondrie. Mais l'espoir fait vivre et on va voir que de très jolies molécules sont en train de sortir pour demain. Alors, finalement, quand vous devez considérer sur le plan thérapeutique une forme d'aspergillose, qu'il s'agisse d'une ABPA ou d'une APC, aspergillose pulmonaire chronique, si l'on veut être un peu tendance et au fait de l'actualité, voici les questions que nous nous posons actuellement. La première question que nous devons nous poser, c'est d'où vient mon patient? Mon patient a-t-il voyagé? Mon patient est-il migrant? Puisque l'adage de classiquement, l'aspergillose est le fait du fumigatus, fumigatus classiquement sensible à l'ensemble des azolés, est complètement faux maintenant, et nous devons raisonner avec 2 principes. Nous gérons énormément de personnes qui ont voyagé ou qui sont migrants, et comme vous le voyez, si l'aspergillus prédomine en France, si le patient vient d'Inde, l'aspergillus, c'est moins de 60% des cas. Et donc, il va être atteint à d'autres espèces qui, pour le coup, ne vont pas obligatoirement être sensibles aux maîtres molécules. Et ce que l'on sait aussi très clairement, comme on le sait pour le pyocyanique, donc je ne vois pas pourquoi, pour un germe environnemental, les choses seraient différentes pour un champignon.
Nous ne sommes jamais infectés qu'à une seule espèce d'Aspergillus. Notre poumon grouille d'espèces différentes et par définition, toutes n'auront pas la même sensibilité. Donc c'est la deuxième question que vous devez vous poser. Mon patient qui ainsi est atteint, peut-il être atteint par plusieurs espèces? Peut-il être atteint par autre chose que du fumigatus avec des résistances parfois naturelles à certains médicaments? Ou peut-il d'ailleurs être victime de développement de résistances acquises? Vous le voyez d'un aspergillus à l'autre, nous avons des résistances innées. Si on prend par exemple le téréus, l'amphotéricine B ne marche pas sur le téréus. Si vous prenez un calidustus, il va être résistant à tous les azolés disponibles. Autre point, le problème des résistances acquises, c'est actuellement un énorme problème dans tous les pays. Je vous rappelle que vous avez deux types de résistances acquises. Les résistances acquises environnementales à cause des pesticides utilisés dans l'agriculture et les résistances acquises à cause de pré-traitements. Et par définition, ceci va toucher énormément les formes chroniques de l'aspergillose que nous traitons, retraitons et traitons très longtemps. Dans certains pays, comme dans les Pays-Bas, c'est au minimum 30% des patients qui sont résistants à tous les azolés. Donc pour une maladie qui tue à 75% en l'absence de traitement à 5 ans, quand on sait qu'il n'y a plus de molécules disponibles, le problème devient très complexe. De plus en plus, chez des gens tout venant en fait à Bichat, on découvre des résistances acquises environnementales et récemment 2 découvertes de résistances acquises chez des jeunes dames qui avaient l'habitude de se faire livrer des tulipes des Pays-Bas et qui probablement en reniflant leurs tulipes avaient tout simplement inhalé un aspergillus qui était spontanément résistant à tout. Donc il faut vraiment penser à cela. Surtout en cas d'échec d'un traitement, si malheureusement, lors des prélèvements, nous n'avions pas mis en évidence l'aspergillus. Troisième question que nous devons nous poser, ça en général les gens le font plutôt bien, c'est le problème de la diffusion au site que l'on souhaite atteindre et le problème des interactions médicamenteuses et des contre-indications. Je ne vais pas évidemment rentrer dans le détail, mais vous savez que si vous avez, mettons, une atteinte neurologique du système nerveux central, vous ne pouvez pas choisir de traiter par du sporanox ou du noxafil qui n'ont aucune diffusion au niveau du LCR. Si vous avez un patient qui a une grave insuffisance rénale, vous ne pourrez pas choisir l'amphotéricine B. Si vous avez un patient cirrhotique à des stades extrêmes, vous ne pourrez pas choisir le Cansidas. Donc vous devez raisonner évidemment rapport aux comorbidités et aux sites à atteindre. Quatrième point qui oriente votre choix, ça a tout de même fait l'objet d'un CID et d'un New England cette année, c'est le problème des interactions médicamenteuses. Vous devez être obsédé par ces interactions médicamenteuses. Elles sont nombreuses, elles sont inattendues. Saviez-vous que vous ne pouvez pas prescrire un azolé? C'est interdit avec une double dose de Mopral, avec un médicament donc pour la prostate comme le Xatral, avec la rifampicine, avec des médicaments pro-arythmogènes. Ce sont des contre-indications strictes avec certaines statines. Vous devez les checker et vous devez monitorer au niveau plasmatique vos doses résiduelles pour vérifier 1, que vous êtes efficace, 2, que vous n'êtes pas toxique, surtout par rapport au risque cardiovasculaire. Un problème, moi, qui m'obsède, même si on m'a appris à être obsédé par ce problème, c'est le coût. Alors là, c'est les soldes sur Bichat de l'an dernier, mais c'est très représentatif quand même. Quand on voit que le seul médicament sur l'aspergillose pulmonaire chronique qui a l'AMM, c'est le sporanox, le voriconazole, le noxafil n'ont pas l'AMM, quand on voit qu'ils n'ont pas fait preuve de leur supériorité, vous pouvez choisir de faire 6 mois de traitement à 200 € ou bien 6 mois de traitement à 75 000 €. Ce n'est pas exactement la même chose et je pense qu'il faut être raisonnable dans nos choix. Quels sont les espoirs à l'horizon? Parce que on a envie de se dire, mince, cette maladie va nous... Après le Covid-19, on a l'aspergillus. Eh bien non, il faut garder espoir, car à partir de demain, et déjà 2 d'entre elles sont disponibles en ATU, on a 5 molécules qui vont sortir, dont 2 nouvelles classes, et particulièrement 2 classes qui sont très intéressantes, celle des glucane synthesis inhibitors de la phase 2B, de la phase 3, où vous avez par exemple la résafingine, qui aura l'élégance d'être une molécule qui pourra se donner en once a week, donc quelque chose de super intéressant pour nos patients chroniques.
On a des classes d'azolés, comme vous pouvez le voir, et on a également des polyènes, mais l'autre classe très intéressante, c'est l'orolophilie, l'orotomide. Toutes ces classes, globalement, ont un écueil, c'est qu'aucune ne sera active sur le muc oral. Donc, on n'élargit pas le spectre par rapport aux filamenteux, mais par contre, elles sont très prometteuses parce que, en gros, toutes vont exister sous une formulation IV et Péros, toutes vont être actifs sur les aspergillus résistants aux azolés ou de sensibilité diminuée aux azolés. Toutes vont avoir une meilleure diffusion, notamment cérébrale ou urinaire, ce qui est un problème également, et toutes auront des interactions médicamenteuses minimalisées. Pour faire très tendance, vous devez savoir également que ce qui se développe énormément dans le domaine de l'aspergillose est la forme inhalée, que ce soit en turbu à l'heure ou en inhalation standard par des compresseurs nébuliseurs. 4 molécules, indépendamment de l'amphotéricine B liposomale, se développent actuellement, et notamment la PC945, l'opelconazole, qui est quasiment disponible et qui sera donc un azolé inhalé et qui sera actif sur les espèces de sensibilité donc diminuées aux autres antifongiques, qui aura donc, comme tout médicament inhalé, l'élégance de se concentrer hautement dans les poumons sans diffuser au niveau systémique, donc sans interaction médicamenteuse prédite. Alors finalement, pour résumer en fait cette présentation, j'ai envie de rentrer dans la pratique et de vous dire, finalement, quand on fait avec mes collègues une RCP nationale, comment s'y prend-on? Face à un malade, l'idée en premier est de reconnaître à qui on a affaire. Et effectivement, si on se situe dans le domaine chronique, nous nous affairons cliniquement, grâce aux radiologues, grâce à la mycologie, à distinguer soit d'avoir affaire à l'hypersensibilité, la BPA, ou en gros le corticoïde sauve, soit on regarde si on a affaire à une manifestation infectieuse, qu'elle s'appelle aspergillose pulmonaire chronique ou bien qu'elle s'appelle bronchite aspergillaire parce qu'il n'y a pas de trou sur mon scanner. Cette partie, vous le savez, le corticoïde est un facteur de risque. Donc d'un côté le corticoïde sauve, de l'autre côté le corticoïde tue. Il y a des formes de chevauchement entre les deux. Donc l'idée est d'apprendre tout simplement à faire la part des choses. Qu'en est-il pour l'aspergillose pulmonaire chronique? Nous avons des recommandations européennes qui existent depuis 2015. Et l'affaire est très simple. Vous devez dans votre tête apprendre à distinguer ce que l'on appelle l'aspergillome simple, qui est une cavité généralement unique au sein d'un poumon, cavité à parois fines avec un mycétome qui peut plus ou moins occuper de la place à l'intérieur de cette cavité, et le nodule aspergillaire, qui sont souvent des incidentalomes et qui globalement ne bénéficient quasi exclusivement que d'un traitement chirurgical. Nous n'utilisons pas d'antifongiques systémiques pour ces formes. Et ensuite, dans vos têtes, vous ne vous embarrassez pas, vous regroupez toutes les autres formes, vous ne cherchez plus à les appeler cavitaires fibrosantes ou nécrosantes, cela n'a aucune importance puisque rien ne les distingue et en plus elles se traitent tous pareil par un traitement systémique plus ou moins associé à un traitement chirurgical. Ce dernier article que je vous ai mis, qui est récent de 2021, il est fondamental pour moi, si je devais en sélectionner un dans cette présentation, ce serait celui-ci, car c'est une véritable prise de conscience sur votre manière de faire et d'interpréter les choses. Pour que je sois une aspergillose pulmonaire chronique, il me faut un contexte. J'ai fumé, je suis BPCO, j'ai de l'emphysème, des trous dans le poumon. Je fais appel à mon radiologue préféré qui me dit « Oula, tu as une cavité à parois fines, peut-être avec une plèvre épaissie, dans 50% des cas avec une balle fongique à l'intérieur, donc je crois pouvoir y reconnaître une forme de l'aspergillose pulmonaire chronique. Et je vais avoir le droit ou le devoir de traiter si un biomarqueur aspergillaire est positif. » Vous voyez que dans les formes chroniques, ce sont les trois du milieu. Ce qui est positif, c'est la sérologie ou bien la culture de l'aspergillus. Mais voyez que la sérologie va être positive à hauteur de 60 à 80% des cas, ce n'est pas 100% des cas. Les causes de faux négatifs sont justement les aspergilloses qui ne sont pas liées à l'espèce fumigatus, ou bien les patients qui ont des hypogammaglobulinémies, qui ne sont pas capables de fabriquer des anticorps. Et voyez, et ça c'est souvent une erreur en RCP, que notre capacité, même lorsque l'on fait bien, à isoler l'aspergillus sur les prélèvements en culture, n'est que de 30%.
Donc voyez comment vous devez réitérer vos prélèvements et que vos prélèvements soient de qualité pour que vous espériez isoler l'aspergillus. Le traitement, eh bien globalement, de première intention, on donne ITRA ou voriconazole, qu'on switchera sur la deuxième. Le voriconazole ou le Cresemba n'interviennent que de troisième intention. Et bien sûr, il n'y a pas de place pour les formes IV, sauf en cas de résistance, de pan-résistance aux azolés, de malnutrition ou d'intolérance aux azolés. Que peut-on dire pour faire un peu tendance sur la BPA? La BPA, vous savez qu'on n'en est plus aux critères de Peterson de 2015, d'il y a 35 ans. Ça a évolué en 2013, en 2016 et en 2020. Maintenant, pour que je pense que vous soyez une ABPA, vous devez être soit asthmatique, soit mucoviscidosique, soit à 30% BPCO, soit rien du tout. Je ne suis pas obligée de vous identifier un terrain. Vous devez avoir la présence de 2 critères majeurs qui sont des IgE total non plus à plus de 1000 mais à plus de 500, et ce chiffre est non-stop revu à la baisse dans la littérature, et des IgE spécifiques supérieurs à 0,35 positifs. Et vous devez tout simplement associer 2 des 3 critères mineurs qui seront soit un scanner évocateur, en sachant que vous savez que dans la BPA-S, le scanner a le droit d'être normal, soit une sérologie aspergillaire positive, soit des éosinophiles sanguins à plus de 500, dans la mesure où le patient n'est pas sous corticoïdes. Vous savez que la BPA, vous avez la classée d'un point de vue facteur de risque par rapport au scanner. Le radiologue est le plus important des hommes dans le traitement et la prise en charge des aspergilloses. Et plus le scanner va présenter de dilatation bronchique, plus ces dilatations bronchiques vont être remplies d'impaction mucoïde hyperdense pathognomonique de la BPA, plus le malade sera complexe à prendre en charge. Le traitement en fait de la BPA, c'est 5 créneaux actuellement, mais globalement, le mot d'ordre dans la BPA, c'est s'il vous plaît, si possible, ne donnez plus de corticoïdes ou le moins en moins de corticoïdes quand c'est possible. Alors, pour ce faire, on a 4 méthodes. Soit on estime qu'on doit en donner, et bien sûr, il y a des cas de figure où il faut le faire, et on ira vers des régimes courts de corticoïdes. Soit on décide sur la BPA de novo de donner de première intention un azolé et de switcher pour des corticoïdes à 2 mois si on n'est pas satisfait d'une réponse clinique et radiologique. Soit chez des exacerbateurs fréquents, on discute la notion d'un traitement d'entretien par l'amphotericine B liposomale. Soit on positionne, mais de dernière intention au vu du prix, les anticorps monoclonaux humanisés. Bien sûr, nous n'avons pas le temps, je vous mets juste la résultante des recommandations. Si vous choisissez un régime court de corticoïdes spontanément parce que la BPA est arrivée en réa, parce que la forme est très spastique, l'idée est d'essayer de donner 0,5 mg/kg pendant 15 jours avec une diminution progressive, non plus sur 1 an comme cela se faisait avant, mais sur 2 ou 3 mois. Si vous choisissez de donner de première intention du sporanox ou du voriconazole, sachez que dans les 2 essais randomisés d'Agarwal, nous avions une efficacité équivalente en termes de time to first exacerbation ou de nombre d'exacerbations chez l'exacerbateur fréquent dans le groupe corticoïde régime court versus ITRA ou corticoïde régime court versus voriconazole. Par contre, beaucoup moins d'effets indésirables dans le bras azolé que dans le bras corticoïde. Qu'en est-il de l'amphotericine B nébulisée? Agarwal et Delling avaient fait 2 essais pilotes qui nous laissaient penser que donner de l'amphotericine B nébulisée pouvait permettre de retarder les exacerbations ultérieures ou le délai de survenue de nouvelles exacerbations, ce qui avait fait donc l'objet d'un positionnement un peu fragile de l'amphotericine B nébulisée en rescue ou en traitement d'entretien dans les recommandations. Nous avons eu donc la chance de terminer 10 ans plus tard notre essai multicentrique de phase 3, l'essai Nébulambe, et globalement, donc, il s'agissait de 174 patients en exacerbation qui ont bénéficié d'un traitement d'attaque, 2 mois de corticoïdes, 4 mois de sporanox. Ils étaient randomisés stables, et donc dans le bras placebo, ils avaient une nébulisation de placebo, et dans le bras ambisome, ils avaient 1 fois par semaine pendant 6 mois un aérosol d'ambisome, et on les regardait en fait à 2 ans. L'objectif primaire n'a pas été atteint. Il s'agissait de considérer toute forme d'exacerbation confondue et pas que liée à la BPA, le nombre d'exacerbations dans chaque bras. Par contre, en secondary outcome, des indicateurs étaient intéressants
comme quoi, dans le bras en bisome, chez l'exacerbateur fréquent, on réduisait le nombre des exacerbations et le time to first exacerbation était retardé, ce qui peut considérablement améliorer la qualité de vie des patients. Tant que le traitement était donné, on observait une diminution significative dans le bras en bisome de la sérologie aspergillaire, des IDE totales, sans effet indésirable majeur et en tout cas sans bronchospasme. La place juste des anticorps monoclonaux, une seule diapositive, il est légitime et pertinent d'y penser puisque leur rôle va être, comme pour le Xolair, de diminuer la sécrétion d'IgE totale ou les anti-L5, de diminuer la production de ces interleukines. Donc penser que des médicaments peuvent être utiles dans l'exacerbation de la BPA où il existe une sécrétion d'IgE totale et d'IL4, d'IL5 est assez élégant, mais aucun essai randomisé actuellement ne prouve et ne permet d'utiliser de première intention ces éléments. Donc pour conclure, je pense que face à un dossier, pour s'y retrouver, vous devez situer obligatoirement le cadre nosologique et appliquer les recommandations. Quand vous cernez à peu près le traitement que vous pourriez donner, vous devez vous poser les questions de puis-je être en phase de résistance? Ai-je un problème de diffusion aussi, d'interaction médicamenteuse ou de contre-indication liée à des comorbidités? Souvent, il ne reste plus qu'une ou deux molécules alors que vous pouvez choisir. Et là, élégamment, quand on le peut, quand les molécules sont disponibles, vous devez vous poser la question de la compliance, car notre objectif de médecin est d'arriver au but pour le patient. Et il y a des traitements plus ou moins lourds, plus ou moins simples à prendre, parfois plus coûteux. Donc la notion de coût va évidemment intervenir dans notre choix. Et lorsque l'on met en place, et ça me tient à cœur, des études médicamenteuses, l'objectif est de traiter tous les pays du monde et de faire si possible les traitements et ces tests médicamenteux avec les molécules les moins coûteuses et les plus disponibles par l'OMS. Voilà, merci. Merci beaucoup, Sandrine. Cette fois-ci, oui. Merci beaucoup, Sandrine. On se sent à l'aise maintenant d'avoir fait, après cette belle synthèse, parce que c'est des sujets pas simples. Et quand on tombe dessus, on aime bien avoir une synthèse dans la tête. Merci beaucoup. Petite question. On sait que le turbualaire et tous ces produits inhalés pénètrent peu. Qu'en est-il des nébulisations que tu proposes? Quelle technique? Et comment imaginer qu'avec un turbualaire ou un équivalent, la pénétration pulmonaire soit suffisante? Alors, c'est une excellente question, Bernard, je te remercie. Effectivement, la question de la granulométrie est fondamentale et bien entendu, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec n'importe quel matériel. On doit utiliser un matériel validant qui a été validé d'un point de vue granulométrique et par exemple, concernant les aérosols d'ambidome, pour l'instant, le seul que nous pouvons utiliser, c'est le couple Pariboy LC Sprint avec embout buccal. Sachez, mais ça en fait c'est dans nos recommandations, que nous ne devrions quasiment jamais, hors l'état de mal asthmatique peut-être, utiliser un masque et que c'est l'embout buccal dès qu'on fait un aérosol qu'on doit utiliser puisque un masque c'est 2% du produit qui va dans le poumon versus 32% avec un embout buccal. Déjà 32 c'est pas énorme mais il vaut mieux recevoir 32. Après, évidemment la question se pose quand on utilise des turbualeurs. Je crois qu'alors deux questions interviennent. Il y a de la granulométrie et ils utilisent des particules marquées. En fait, radioactivement, on fait des scintigraphies pour vérifier la diffusion. Et en vrai, en pratique, selon qu'on souhaite traiter une ABPA où l'atteinte est plutôt malgré tout assez proximale ou une aspergillose invasive, si l'idée est utilisée de la nébulisation ou un turbualeur en complément d'un traitement systémique où l'atteinte est distale, évidemment, on ne va pas pouvoir utiliser le même dispositif. Chaque patient, en fonction de sa capacité respiratoire, ne va pas être susceptible de s'en mettre ou pas partout dans le poumon. Et donc, il faut raisonner en fait au cas par cas, par rapport au style d'aspergillose qu'on veut combattre et à sa localisation, à la capacité d'un patient à déclencher ou pas quelque chose. Et ça va effectivement vers une médecine un petit peu au cas par cas dans la réflexion, si on veut essayer de bien faire les choses. Mais globalement, les gens apprécient d'avoir un aérosol à faire par semaine d'ambisome, tu vois, plutôt que des fois de prendre des médicaments avec leurs effets indésirables tous les jours. Donc je pense que c'est un élégant traitement, seul en préventif ou en complément en fait dans du curatif. Oui, Sally. Merci Sandrine pour cette très belle présentation. J'ai eu l'occasion de parler il y a 10 ans de ça au Liban. C'était moins rassurant. Je suis rassuré. Je voulais vous poser deux petites questions. La première, est-ce qu'en France actuellement,
chaque fois qu'en première ligne, en médecine ambulatoire, on suspecte une aspergillose bronchopulmonaire, est-ce qu'on vous l'adresse pour la prise en charge directement ou est-ce qu'on la prend en charge dans le milieu de première ligne de pneumologie? Non, en fait, l'idée, c'est que chacun essaie de se faire plaisir et d'avoir une autonomie dans la gestion d'une pathologie. Après, on est très très ouvert à la discussion et pour le coup, il y a des RCP qui ont été mises en place, qui sont vraiment avec un très bon état d'esprit, où on peut juste être là pour écouter, présenter le cas le plus simple, le plus compliqué. Sont présents à ces RCP des chirurgiens, sont présents Camille Taillé, tu vois, pour l'asthme, pour discuter des biothérapies, etc. L'horizon est très large, des gens présents dans la RCP, et si quelqu'un le souhaite, par contre, la seule exigence sera qu'il devra présenter son dossier, nous montrer les images pour pouvoir répondre à nos questions. On est disponible, mais chacun, en fait, a la liberté de prendre en charge, et si rarement, mais c'est vraiment rare, se pose le problème de la non-disponibilité d'une molécule dans un centre plus petit qu'un autre, alors si on le peut, on essaie de rapatrier les patients pour au minimum déclencher une prise en charge dans notre centre. Et ensuite, les gens, en fait, dans la mesure où on est simple et disponible, ont envie de se faire plaisir à gérer aussi la pathologie. Et il faut respecter l'activité libérale, où quelqu'un gère quelqu'un, on est là pour donner un avis, mais s'il souhaite continuer, par exemple, son activité derrière, on lui renvoie, bien entendu, et moi, ça ne me pose aucun problème de faire du ping-pong, tu vois, comme ça. L'idée, c'est que les gens se fassent plaisir et n'aient pas l'impression qu'on leur vole leur spécialité. La deuxième question, juste, nous avons, dans les années 80, un problème de séquelles de tuberculose, donc on avait des colonisations aspergillaires bronchiques. D'ailleurs, une de nos diagnostics, on le faisait parce qu'on retirait des boules cylindriques qui arrivaient totalement. On avait des boules qui arrivaient et là, on faisait des diagnostics sans pour autant aller au laboratoire. On y allait, mais on était pratiquement sûr. Et on avait le problème d'aspergillose parce qu'on avait des tuberculoses bitulantes. Alors, on avait essayé une technique qui était l'instillation d'amphotéricine B dans la caverne. On avait eu des résultats qui étaient prometteurs à l'époque. Est-ce que ça continue à se faire ou pas? Alors, il y a eu de très belles choses, il me semble. Alors peut-être François, tu sais mieux que moi, je ne sais pas justement côté Gilbert Ferretti sur Grenoble qu'il y avait eu 2-3 belles publications à ce niveau-là. Après, il y a eu des effets aussi indésirables. C'est vrai que c'est de la rescue, on fait ce qu'on peut, mais vraiment, à mon sens, on doit continuer à penser à cela quand on a éclusé en fait toutes les autres possibilités, qu'elles soient chirurgicales, d'embolisation, de traitement systémique, et que malheureusement ça continue de se compliquer, et peut-être alors certains peuvent oser, mais il y a aussi eu de grosses complications avec des réactions allergiques, avec des inhalations de produits, et on ne peut pas banaliser en fait cela, et en tout cas ça n'est pas dans les recommandations de faire à titre systématique. Une question, peut-être que je n'ai pas assisté à tout, mais la durée du traitement, quand vous démarrez un traitement pour ces lésions, vous faites des cures, et combien ça dure la cure? Sinon, c'est un traitement qui dure combien de temps? Oui. Non, vous avez tout à fait raison, vous avez bien écouté, je n'ai pas abordé la durée, c'est une erreur. En fait, quand on est dans l'aspergillose pulmonaire chronique, on ne peut pas s'attendre à avoir à traiter moins de 4 à 6 mois, et je pense que c'est même plus 6 mois que 4 mois. Après, il est certains cas de figure où on ne pourra jamais malheureusement arrêter le traitement, parce que ça va être une sarcoïdose sous 10 mg de corticoïdes et que sa réserve respiratoire est tellement faible que l'on sait que si on arrête les choses et que ça redémarre, ça peut très mal se passer. La tendance, c'est un peu comme on faisait dans les années 98 avec le VIH, c'est d'essayer de faire des traitements un peu éphémères, c'est-à-dire on traite, les recommandations disent tu continueras de traiter tant que tu n'as pas une stabilisation clinique et ou radiologique. Quand on l'obtient à 2 scanners d'intervalle, on peut oser arrêter, on prévient le patient que vraisemblablement il y aura récidive dans les 2 ans, mais ça permet de faire un break, ça coûte moins cher et ça limite le développement de résistance. Mais minimum, en général, on part sur 6 mois de traitement pour l'aspergillose pulmonaire chronique. La BPA, c'est autre chose. Merci.